Escale de Jeanne avec Jean-Pierre Pinet. L'hiver est un rivage lointain, inaccessible souvent, presque interdit. La mémoire elle-même n'y accoste que rarement. L'attention seule permet d'en révéler quelques fragments au fond des terres oubliées sur lesquelles il s'étend. On dirait que les ombres et le froid ont englouti les âmes. Jean-Pierre Pinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à cette escale de Jeanne. Merci à vous. C'est dans Solitude, avec Annès, je le précise, votre livre aux éditions Fables Fertiles que l'on verra de toute façon passer. Ces terres oubliées, vous y revenez souvent et quelles sont-elles? Les terres oubliées, c'est à la fois des terres précises et identifiées comme telles, mais c'est aussi beaucoup les souvenirs. C'est des terres oubliées qui se rappellent à votre mémoire de temps en temps. Voilà. Vous avez, dans ce livre magnifique et bouleversant, qui est sous forme de récit et un peu de portrait quelque part, les deux en même temps, le temps, l'oubli, la mémoire jouent un grand rôle. La solitude, les solitudes, ce sont leurs terres d'accueil en quelque sorte, leurs terres d'exil. Oui, j'ai voulu essayer en neuf nouvelles, organiser un petit peu comme une grande symphonie de 9 mouvements, oui, avec une correspondance évidente entre la première et la 9e, précédée la première par un prélude et suivie la dernière par un postlude, comme dans un morceau de musique. Tracer ou croquer des personnages qui vivent chacun différentes façons d'être seul. Alors il y a parmi eux les solitudes, parmi elles les solitudes heureuses, oui, les solitudes du musicien, de l'écrivain, du peintre, de l'artiste en général, ou du lecteur. Et puis les solitudes que la vie auxquelles la vie nous confronte, malheureusement, l'exil, la séparation, la mort, etc. Donc c'est bien le musicien qui a écrit, ou du moins a pris la main de l'auteur pour écrire ce livre. Oui, bien sûr, parce que je pourrais presque dire, de façon assez rapide, que étant un musicien, un élève musicien assez tardif, j'ai commencé la musique assez tardivement par rapport à mes camarades, j'ai quand même travaillé mon oreille grâce à la lecture à haute voix. Et le rythme est resté. Et voilà, je pense que cette musique des mots m'a toujours nourri incroyablement. Je pense que dans tout langage, il y a bien sûr la signifiance, oui, du mot, mais il y a aussi sa musique. Et comme dirait Flaubert, un quand n'est pas un lorsque, parce que la musique de ces deux mots, même s'ils sont synonymes, n'est pas du tout la même. Jean-Pierre Pinet, vous êtes donc musicien de formation, vous enseignez au Conservatoire de Metz et d'Aix-en-Provence, je crois, et vous êtes flûtiste. Oui. Le souffle de Jean-Pierre Pinet, c'est son matériau? Absolument. Qu'est-ce que le souffle? Le souffle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'atma, ou c'est le prana, c'est cette origine de la rencontre entre une raison et un cœur, je trouve. Oui. Et bien sûr, il faut le préciser ou l'organiser en fonction d'une certaine technique instrumentale, mais il est nourri parfaitement par des émotions qu'engendre la proximité de certaines lectures, de certaines musiques. Pour quelqu'un de profane, quand vous jouez justement avec ce souffle qui est quelque part votre matériau, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pensez à moduler votre souffle, mais vous vous laissez emporter. Et c'est une habitude après d'accommoder le souffle. Je pense que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne peut pas se laisser emporter, il faut toujours être vigilant, parce que l'instrument est en même temps une liberté, une façon de s'exprimer, et en même temps une contrainte. L'idiome d'un instrument nous oblige à travailler de concert avec lui, si j'ose dire.
Une question encore pour la musique. Pourquoi vous avez choisi la flûte? Je pense que je n'ai pas choisi. Je pense que peut-être dans mes rêves anciens, le violoncelle ou le piano auraient été mes instruments privilégiés. Mais il se trouve que mon père avait été, dans sa jeunesse, flûtiste à l'harmonie, dans une harmonie municipale. Et que lorsqu'il a quitté cette harmonie, on lui avait fait le cadeau d'un instrument qu'il avait laissé dans un grenier. Et quand j'ai émis l'idée de faire de la musique, il m'a dit, écoute, on peut aller chercher cet instrument. Et voilà. Donc, je suis devenu flûtiste. Vous avez aussi un ensemble musical, vous faites partie d'un ensemble musical qui s'appelle les Curiosités esthétiques. Oui. Bien sûr. Il y a un petit écho à ça. Oui, alors bien sûr un rapport avec Baudelaire, parce que Baudelaire pour moi c'est surtout dans la poésie de Baudelaire, je retrouve les correspondances, si vous voulez, que j'ai aussi dans l'approche que j'ai faite de la musique baroque, où l'analogie est très présente. Donc les correspondances, les sons se répondent, etc. Et il se trouve que l'un des ouvrages de Baudelaire, de critique d'art, critique d'art, s'appelle Les Curiosités esthétiques. Alors il faut l'entendre, évidemment, curiosité, aussi une analogie avec la musique baroque, une bizarrerie par exemple, ou quelque chose qui prend un écart par rapport à une normalité, ou qui nous rend curieux aussi, et puis esthétique bien sûr. Dans cette correspondance que le mot entretient avec la rhétorique. C'est-à-dire que nous sommes là justement entre la signifiance d'un langage et sa non-signifiance. La musique non signifiante et pour autant voulant parfois imiter la nature, et puis le mot qui lui désigne davantage. Si je reviens au mot solitude, dans un ensemble, par exemple musical, on est avec son instrument un peu solitaire qui doit s'accorder aux autres. Absolument. Solitaires. Donc c'est les solitudes. Absolument. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, vous savez, dans la mélodie des choses de Rilke parle d'un moment donné il s'agit de savoir quand c'est à toi d'attaquer, c'est-à-dire de sortir de l'écoute globale pour donner ton solo. Et je pense que la musique, surtout la musique de chambre, c'est-à-dire des petites formations, suppose à la fois la prise en compte de l'importance de dire, mais que ce dire s'inclut toujours dans un ensemble cohérent. Il ne s'agit pas de sortir de cet ensemble. Donc ce sont des solos d'ensemble, en quelque sorte. Voilà, et je pense que la solitude, justement, heureuse ou bien comprise, n'est pas un isolement. Elle est une façon d'être ensemble. Elle est un prérequis pour rester à distance, mais une distance qui permette l'échange et permette la rencontre. Quand même. On est présent au monde, on est présent absolument, à ce qu'on fait, absolument. en assumant une solitude. Tout à fait, oui, voilà. Absolument. Alors vous avez du ciel dans les yeux, mais c'est pas grave, c'est le reflet dans vos livres. C'est le reflet. Voilà. Pourquoi vous avez mis solitude au pluriel dans ce livre? Ben justement, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de façons d'être seul. Et chacun de nous sommes seuls de façon différente au cours de notre vie. Voilà, je pense que la solitude aurait été extrêmement restrictif. Ouais, restrictif. C'est pas le terme qui convient. Oui. Parce que je vous parlais de l'isolement tout à l'heure. Bon, on a connu il y a assez peu de temps une période d'isolement. Vous savez, le confinement. Et il s'agissait, je pense, pour nous de transformer cet isolement redouté en une solitude choisie. Oui. Mais pour choisir sa solitude, il faut choisir aussi le lieu ou l'espace dans lesquels cette solitude va pouvoir s'exprimer et va pouvoir accoucher de quelque chose de positif.
Et vous, c'était le livre? Ah, moi, ça a été l'écriture. Je pense que peut-être grâce à ce confinement qui a été mal vécu par beaucoup de gens, moi, pour la première fois, j'ai osé aller dans un domaine que je n'avais jamais exploré jusqu'à présent. C'est-à-dire, bon, j'écris depuis très longtemps, mais je n'écrivais que des billets d'humeur ou des journaux, des appréciations de ce que je pouvais vivre, ça et là. Et là, je me suis lancé dans la fiction, grâce au confinement, parce que j'avais le temps, du coup, pour m'y consacrer. Parce que là, c'est une autre histoire. Il s'agit de faire se rencontrer une biographie, entre guillemets, et puis des personnages complètement inventés. En tout cas, c'est un livre bouleversant. Moi, je vous connais un peu, beaucoup, même rebelle. Vous êtes rebelle à beaucoup de choses. Vous avez des billets d'humeur, entre guillemets, magnifiques et qui ont toujours de la hauteur. Et en même temps, je vous retrouve dans un livre où vraiment tout y est, de la nostalgie, l'altérité, l'oubli. Vous dites le temps est sédentaire. Qu'est-ce que le temps sédentaire? Alors, le temps sédentaire, c'est le temps qui ne se conjugue qu'au présent. La conscience, la mémoire ou le projet ne peuvent transformer en avenir ou ni en souvenir. C'est-à-dire que la mémoire est complètement empêchée et en même temps, la projection d'un autre temps n'est pas possible. Je pense que Adriana, dans cette... Dans cette nouvelle, sur elle se pose ce ciel basé lourd du présent, parce qu'elle ne peut plus, se référer à autre chose. Et pourtant, lorsqu'elle ferme les yeux et qu'elle se laisse un peu aller, certaines images de son enfance lui reviennent. Cette sédentarité, c'est ce qui l'a contraint à vivre le moment présent. Alors le moment présent, parfois, c'est amené comme quelque chose d'extrêmement important. Vivez le moment présent. Il y a une sorte d'injonction à vivre le présent. Eh bien, elle est mortifiée de ce présent-là. Elle n'arrive même pas, grâce à cette mémoire un peu rêveuse concernant cette enfance dont elle ne sait même plus quelle est la sienne, elle n'arrive pas à s'échapper de ce présent. Chaque récit commence par une citation ou un extrait. Rilke, Rimbaud, Rickert. Est-ce que c'est un indice de lisibilité pour le lecteur, ou bien c'est vous qui aviez besoin de mettre ce chapeau en quelque sorte? Alors, évidemment, ces exergues sont toujours apposés après coup. Hein. Oui. Il s'agit là encore de correspondance, pour moi, de relations, c'est-à-dire de liaison. Vous savez, il y a la lésion et la liaison, et je pense que ce jeu de voyelles est très intéressant. Et pour moi, la liaison, c'est chaque fois la possibilité qu'un acte de vie soit amplifié ou parfois sauvé par la littérature, donc par quelque chose qui me précède. Je pense que nous venons toujours après. Et les références que je fais, bon, voilà, c'est bien sûr mes lectures, mes prédilections. Vous avez parlé de Ruykert, dont j'ai connu la poésie grâce à Mahler, hein, dans les Rückert-Lieder notamment. Voilà, cette liaison, cette analogie, cette relation permanente entre la musique et le langage parlé. Bon, Rilke, bien sûr, je le côtoie régulièrement, Jacques Côté, René Char, etc. Oui. Vous avez aussi de très belles estampes non gravées d'Isabelle Bourget. Ah oui. C'est très très beau, et chaque récit, on a quelque chose qui raconte en quelque sorte, un peu comme une œuvre noire, presque. Oui, c'est assez noir. Absolument, oui. Voilà. Mais donc ces sortes d'estampes qui n'en sont pas, mais ce monotype
c'est une proposition que j'ai faite à Isabelle, que je connais depuis quelque temps, et dont j'apprécie énormément le travail. Voilà, comme à un cercle d'amis très proches, je lui ai envoyé quelques extraits du bouquin avant qu'il ne soit publié. Et elle a tout de suite réagi en me disant je vois plein de choses. Et de fil en aiguille, on est venu à se dire ça serait intéressant que peut-être que tu te laisses aller à ces visions que tu as. Et voilà, et puis peu à peu, elle m'a dit écoute, voilà, ce que je te propose, c'est une estampe, un monotype qui puisse synthétiser ou donner accès ou ouvrir vers chacune de tes nouvelles. Et je m'en suis réjoui. En tout cas, vraiment, c'est très beau parce que c'est très évocateur ce qui va se passer. Ah oui, et alors je vais vous dire, c'est à ce point extraordinaire que lorsque j'ai vu ces œuvres, je ne me suis plus imaginé autrement les personnages que j'y décrivais. C'est incroyable. Bien sûr, je trouvais dans les regards notamment qu'elle a pour deux des personnages, notamment emblématiques de ces nouvelles, l'empathie que j'avais essayé dont j'avais essayé de les entourer par les mots. Oui. Et elle avait dans les traits du visage et surtout le regard, oui, cette fuite du regard, cette intensité aussi, la même empathie que j'y avais mise. Vous citez dans l'indiscrétion Heidegger qui dit « Garder une mémoire, c'est méditer l'oubli ». Ce récit m'a beaucoup touchée. C'est un récit sur la perte, l'impossibilité de faire marche arrière. Voilà. La solitude est dans cet inaccessible qui a été et qui n'est plus en quelque sorte. L'indiscrétion. Comment est venue l'indiscrétion? L'indiscrétion, c'est effectivement, il fallait trouver... une correspondance aussi. Voilà, c'est une correspondance. Il s'agissait de tracer une histoire dans laquelle le personnage principal montrait à quel point il était presque davantage seul du vivant de sa compagne, oui, qu'après sa mort. Parce que justement, on peut vivre à côté de quelqu'un tout en étant extrêmement seul. Et il est dépendant, sa solitude est dépendante de l'autre. Oui. Il y a une dépendance dans cette solitude. Absolument, oui, absolument. Mais il en est davantage dépendant une fois qu'elle est partie. Et puis garder une mémoire, c'est méditer l'oubli. C'est un petit peu, voilà, c'est l'analogie avec cette idée qu'on ne peut définir quelque chose qu'avec son contraire. On a une idée de l'ombre que parce qu'il y a de la lumière. On a une idée de la mémoire que parce qu'on est capable d'oublier. Et donc, et puis on sait très bien à quel point la mémoire travaille par ricochet. C'est-à-dire, on se rappelle l'instant où on s'est souvenu de quelque chose. C'est-à-dire, il y a plusieurs moments dans la mémoire. Et à chaque fois, l'œuvre littéraire en nous, la position des mots fait que on passe d'une syntaxe à une autre. Oui. Et alors, ce petit fait qui semblait anodin devient quelque chose de fondateur dans notre vie. Ouais. Mais votre écriture aussi, d'un récit à l'autre, parfois on a l'impression qu'elle est très serrée. Et parfois elle est, non pas lyrique dans un sens du lyrisme, mais d'expansion. Oui, elle est augmentée, comme ça. Oui. Ça part et ça grandit, ça enfle presque. Oui. Ben, j'ai essayé de... Je retrouve la musique. Oui, tout à fait. J'ai essayé de travailler sur la brièveté d'un sujet de fugue, par exemple. Et après, tous les divertissements qu'il suppose, les contre-sujets, les réexpositions, etc. Oui, c'est tout à fait musical, ça. Oui. On a un autre récit, les rappels du silence. Peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il y a un peu de vous dans ce récit. Tout à fait. Oui. C'est le temps à retrouver déjà. Oui. Voilà. Oui. Et puis, bon, vous nous racontez en quelques mots les rappels du silence. Qui êtes-vous des deux personnages? Il y a plusieurs, c'est un ensemble aussi. Un petit peu des deux. On n'est jamais complètement un personnage qu'on campe. Un peu des deux.
L'idée était simplement de montrer, de mettre en scène une sorte de Madeleine Oui. Que j'ai effectivement vécue. Oui. Et il y a absolument une chose réelle qui s'est passée, c'est-à-dire qu'effectivement, dans d'autres circonstances et qui n'ont pas donné lieu aux images exactes que je décris, mais le lieu du concert, la salle de concert, oui. Le temps où j'y étais, oui. le jour où ces œuvres qui ont été jouées m'ont effectivement plongé, m'ont happé, m'ont extrait du présent pour me transporter dans un... Vous avez eu cette oui, révélation absolument, quand vous dites, voilà. Absolument, cette révélation vous savez, la mémoire, c'est quelque chose d'incroyable, c'est pas du tout intellectuel, c'est rivé au détour d'un parfum ou d'une image. Sensuel. C'est complètement sensuel. Oui. Et donc là, il se trouve que bon, c'était cette appropriation des quelques premières notes du quintet de Fauré qui m'a renvoyé au temps où cette musique, je l'avais découverte, étant élève au conservatoire, et où, une fois l'avoir découverte, je l'avais écoutée en boucle pendant très longtemps, parce que justement, Fauré, comme d'autres, mais ont été aussi tellement les musiciens du mot, oui. Les mélodies de Fauré, comme celles de Debussy, sont tellement comment dire, ça n'est pas une description des mots, c'est une évocation qui prend son écart et qui travaille en parallèle, qui éclaire parfois la phrase ou le vers, mais qui a une autonomie absolue. Et c'est peut-être pour ça que dans ces musiques, comme dans les bonnes chorégraphies, qui aussi, elles, prennent leur indépendance, oui. Leur solitude, par rapport à ce à quoi elles se réfèrent, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Il y avait aussi un effet de hasard. Vous ne deviez pas être à ce concert. Vous avez tout fait. Absolument. Je ne voulais pas y aller seul, en oui. fait. C'est très drôle, ça. Oui. Effectivement, je me souviens, et ça, c'est une réalité. Mais vous étiez sans appel, vous devez y aller. Absolument. De toute façon, c'est Fauré et Debussy, voilà. La musique de chambre de Fauré et de Debussy me draine plus sûrement qu'une corde. Alors, Solitude, donc avec un S, et donc dans la très belle maison d'édition de Fables Fertiles. Si vous deviez chroniquer Solitude vous-même, quel titre vous donneriez à votre chronique? C'est pas une question facile. Moi, une chose qui me... si j'essaie de me distancier du livre et que je le relis comme si c'était l'œuvre de quelqu'un d'autre, moi, une chose qui me touche beaucoup, peut-être, et que j'ai tenté de faire, et j'y suis arrivé peut-être, je ne sais pas, c'est l'empathie avec laquelle je décris chacun des personnages. Il y a beaucoup d'empathie. Je trouve que l'auteur, si c'est en l'occurrence moi, j'aime mes personnages. Oui. Je les ai aimés, qu'ils soient brillants ou mauvais garçons, ils ont le droit ou l'occurrence d'être sauvés par la littérature. Je pense que... Il y a beaucoup d'humanisme dans votre façon de voir vos personnages. On dirait que vous êtes à leur chevet. Oui, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion vis-à-vis des gens, oui, absolument, oui. Je pense que les gens, comme disait Ferré, il s'agirait de les rencontrer qu'à certaines heures pâles de la nuit, là où peuvent s'exprimer leurs problèmes de mélancolie. On a souvent des gens comment dire, une impression définitive, trop hâtivement définitive, parce qu'on les rencontre dans un certain contexte où ils ne sont pas au meilleur d'eux-mêmes. Et il s'agirait de chaque fois voir ce qui a fait que, dans ce contexte-là, ils n'étaient pas ce qu'ils sont au fond. Et je pense qu'il s'agit de creuser un peu. Et oui, la psychologique de mes personnages m'importe énormément. Ouais. Vos personnages étaient déjà présents, ou du moins il y avait une esquisse avant d'avoir commencé le livre?
Comment ils sont venus, ces personnages? Ce sont des morceaux épars, peut-être de vous, d'autres personnes que vous connaissez. Alors, au départ, je n'avais pas du tout l'idée de faire un recueil de nouvelles. Oui. Les choses se font en se faisant, vous savez. Je crois que le premier texte que j'ai écrit, c'est L'Exilé. Oui. L'Exilé, alors évidemment, c'était une des formes de solitude les premières que je... Très cruel d'ailleurs. Parce que j'ai rencontré ce personnage, oui. plus ou moins. C'est assez cruel. Alors je lui ai créé tout un passé qui n'a rien à voir avec le passé du personnage que j'ai rencontré dans la vraie vie. Voilà. Et autour de cette première nouvelle, je me suis dit, ben voilà, je suis rentré dans une sorte de thématique, et je voulais absolument que si je faisais plusieurs nouvelles, parce que je m'étais intéressé à cette problématique, à cette thématique, parce que nous, encore une fois, nous étions à la sortie du confinement. Oui. Je voulais qu'il y ait un lien dans tout ça, et je voulais que peu à peu les choses soient symbolisées. Voilà pourquoi j'ai fait un prélude et un postlude, voilà pourquoi j'ai 9 nouvelles, parce que le 9 est un chiffre parfait, c'est la perfection 3 multipliée par elle-même. Et j'ai dans ce 9, pour ce 9, une appétence particulière. Le 9, lorsque vous multipliez le 9 par n'importe quel chiffre, il s'efface aussi. Oui. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 8 et 1, 9. Il revient toujours à lui-même, et en même temps, il s'efface. C'est un chiffre assez particulier que j'aime beaucoup. Quand vous avez quitté vos personnages, donc à la fin du livre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Pas pour tous, mais pour certains, j'ai ressenti une sorte... Il fallait... J'aime pas le mot de deuil, on ne fait pas un deuil de quelqu'un qu'on a aimé. C'est pas cela, c'est... un au revoir. C'est un au revoir, et puis c'est un peu l'impression qu'on a lorsqu'un enfant devenu grand quitte le foyer. C'est pareil. C'est une analogie, alors vraiment... oui, c'est ça. Presque... Parce que vous êtes tellement dedans, on a l'impression que vous allez pas les abandonner, mais il y a une séparation. Absolument. Voilà. C'est une séparation obligée. Et c'est très beau d'ailleurs, parce que, comme vous le dites, il y a un fil, et après il faut peut-être laisser du mot au fil, peut-être pas le couper, mais laisser du mot au fil. Voilà. Il s'agit de ne pas couper le fil. Voilà, justement. Mais de laisser ces personnages vivre leur solitude seuls, et plus attachés à un fil comme une marionnette. Alors, les défis pour un musicien d'écrire et d'être lu, est-ce que c'est différent de quelqu'un qui n'est pas musicien? C'est-à-dire que vous avez l'habitude quand même d'un public quand vous êtes dans un concert. Oui. Et dans un concert, c'est un art vivant. C'est-à-dire on ne joue pas de la même façon tous les jours, etc. Bien sûr. Et on n'est pas reçu de la même façon. Là, le livre est figé, une fois pour toutes, puisqu'il est terminé. Et il est, en quelque part, il est donné, il est offert au public. Oui. Alors... Ça fait peur? Je vais vous dire, je n'y ai pas du tout pensé. Pour moi, l'écriture et la musique sont tellement... comment dire, l'exécution musicale sont tellement liées que je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais pour répondre à cette question, je pense que peut-être les lectures, même si le livre est figé, les lectures, elles, ne le sont pas. Et peuvent donner lieu à des moments différemment vivants, ou vivants de façon différente. Oui. Donc, parce que le lecteur n'est pas dans la même situation un jour ou un autre. Donc il peut aussi ouvrir le même, pourquoi pas revenir à la même page, mais projeter différemment, ou accueillir différemment les mots qu'il lit. Donc cette question ressemble à l'autre, mais je vais la poser quand même. La musique est un peu la partition de l'autre que l'on joue, à moins d'être compositeur soi-même. Le livre, ce sont ses propres mots que l'on joue.
Et donc... Absolument. Ça, et effectivement, j'ai coutume de dire que après mes études musicales assez complètes, j'ai fait des études d'écriture aussi musicale, j'ai écrit suffisamment de musique moi-même pour savoir définitivement que je n'étais pas compositeur. Oui. Parce que c'était pas très bon. Je manquais beaucoup d'originalité ou d'inspiration, comme on dit. Bon, peu importe. Mais c'est vrai que l'écriture a toujours été pour moi un port d'attache. Il était rare dans mon enfance, dans mon adolescence ou après, il était rare que je passe une semaine sans écrire. Donc, je sais pas, je me trouvais. J'ai jamais été un très bon photographe, donc oui. À la place de la photo, je prenais mon carnet et je décrivais ce que je voyais. Quand j'étais en face d'un beau paysage, par exemple, j'avais davantage le réflexe d'un mot plutôt que d'une image. Oui. Voilà. Pour un musicien, quand il écrit, est-ce qu'il y a dans l'écriture un rythme quand même? Ce rythme existe quand même? Oui, tout à fait. Vous savez, une phrase, je n'ai laissé une phrase après relecture que si à haute voix, elle sonne bien. Vous avez relu tout votre livre à haute voix? Tout. Ah, c'est fou. Et quand les phrases ne sonnent pas, je les élimine ou je les change. Ouais. Mais vous aviez besoin de l'oreille. Ah oui, tout à fait. J'ai besoin de cette musique. Je suis sûr que les sons font sens. Pas seulement la signification des mots, non. C'est ce que beaucoup de musiciens disent. Ah oui, c'est essentiel. Oui. Et le plus beau, le plus bel hommage qu'on puisse me faire, c'est de me dire qu'il y a de la musique dans mes phrases. Oui, ça, j'y tiens beaucoup. Jean-Pierre, il est d'usage de faire des questions-réponses, ou de chanter, ou ou de lire. Bon, questions-réponses. Si je vous dis, par exemple, Bach. Le cri de Bach. Vous avez 5 heures ou une semaine? 10 heures. Bach, c'est un tenant, un aboutissant, c'est un compagnon. C'est un mystère, oui, c'est le compagnon de tous les jours. C'est une œuvre comme disait Gustave Léonhardt, dont j'adore ce néologisme, il disait d'une profondité extrême. Et j'aime beaucoup ce mot de profondité. Oui, parce que... Et c'est en même temps quelqu'un de très proche. C'est-à-dire... les personnages de ces oratorios, de ces passions, sont des archétypes de gens comme vous et moi. C'est pas des... Voilà, au début de la Passion selon saint Matthieu, il parle des servantes, et il parle d'une sorte de vie quotidienne. Et il y a un zoom qui va venir de ces horizontalités que sont les chemins différents des êtres qu'il met en scène, vers la verticalité de la transcendance et cet appel dont je vais effectivement, ich ruf zu dir, Herr Jésus Christ, je t'appelle Jésus-Christ. Oui, j'ai mis parce que c'est un tube entre guillemets, mais ça c'est aussi à dessein parce que effectivement, je pense que la foi, la religion permet à des gens seuls de l'être moins ou de transformer cette solitude en quelque chose de fécond. Nos vies sont des oratorios. Oui, absolument. Oui. Oratorio, ce qui veut dire opéra non mis en scène. Oui. Moi, je dirais presque opéra, parce que parfois, nous les mettons en scène. En scène, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez lire? Alors, c'est un crève-cœur d'avoir à choisir. Mais j'ai envie de... Je vous ai laissé le choix, parce que moi aussi, je ne savais pas choisir. J'ai envie de lire quand même la fin de la première nouvelle, qui est Les Confidences du Nombre. En 2 mots, Les Confidences du Nombre, c'est l'histoire d'un narrateur arrivé à un âge canonique, dirons-nous, et à la faveur d'un déménagement ou d'un réaménagement de son appartement,
il tombe sur un paquet de cahiers d'écoliers reliés par une ficelle, enfouis dans une grande enveloppe, et dont il avait complètement oublié l'existence. Et il se rappelle peu à peu, en ouvrant ces cahiers, que c'est sa mère qui, quelque temps avant sa mort, lui avait remis ce paquet. Et il l'avait certainement feuilleté, mais de façon très distraite à l'époque, et il les avait rangés. Et là, il se met à les lire. Et il s'avère que ces livres d'écoliers sont remplis par son père. Et il se remémore les moments où son père, prétextant une sieste, montant à l'étage dans leur chambre, dans la chambre de ses parents, plutôt que de faire la sieste, ouvrait son cahier d'écolier et se mettait à écrire. C'est fou. Et lui qui était galochier, hein, c'est-à-dire il travaillait le cuir pour en faire des galoches, était un fou de littérature. Il y avait des livres partout, mais il les mettait pas à la vue de tout le monde. C'était secret. Et alors, il y a ces cahiers d'écolier où il parle de ses lectures, de ses notes de lecture, de ses impressions du temps, de la vie, de la mort, etc. Et donc... Vous allez lire un extrait ? Je vais lire cet extrait qui est à la toute fin de l'ouvrage. Donc, le narrateur parle de ces cahiers d'écoliers. Les premières pages sont organisées en segments impeccables. L'exigence et la précaution de mon père y affleurent de façon remarquable. C'est en cela qu'elle me touche. Elle témoigne du souci qu'il a eu tout au long de son existence de respecter le sens et l'ordre des choses. Malheureusement, certaines allégations définitives ternissent trop souvent ce tableau. Elles véhiculent un amas de certitudes contestables, assenées en leçons à la face du monde, et ne font qu'isoler leur auteur. Elles demeurent, en outre, en entravant ses relations aux autres, ou les empêchant même tout à fait, le reflet des incohérences qui continuent de l'animer. Un peu plus loin, dans les cahiers suivants, le manuscrit est en revanche moins soigné, le tracé parfois même irrégulier ou hésitant. Mais combien sont émouvantes ces lignes décousues, combien sont riches de fragilité merveilleuse les phrases qu'elles abritent, qui me troublent et me bouleversent. Je sens les parcourant que mon père s'y libère en douceur du connu, de l'appris, et de ces redites assommantes auxquelles il avait dû s'adapter malgré lui, n'ayant d'autre choix que d'y consentir. Celles-ci me portent bien au-delà de ce qu'elles disent. Elles me rapprochent de lui. Je les relis comme un voleur, en douce aurait-on dit, enfant, comme si je me sentais fautif d'y surprendre ses soifs, ses désespérances ou ses interrogations, comme s'il était inconvenant de vouloir cueillir sur son visage manquant un sourire dont j'eusse été privé et d'apprendre, au détour d'une phrase, ce qui nous sépara, le temps, les lieux, et tous ces étonnements fugitifs que nous n'avions pas eu de son vivant la possibilité de partager. Alors je me prends à ralentir ma lecture pour en mémoriser le moindre son, comme on lit un livre aimé dont on voudrait, des dernières lignes, garder intactes les images. Au fil des pages lues et relues, et pour beaucoup d'entre elles apprises par cœur, je vois se dessiner l'horizon vers quoi se tend leur auteur, un horizon qui se déroba immanquablement chaque fois qu'il tenta d'en approcher l'azur, le renvoyant à ses ténèbres, à ses silences, à sa prière. S'il écrivit ses sensations et ses humeurs, c'est qu'il ne put les dire. Elles le submergeaient. Il tenta de s'en défaire, en vain, car à l'impossibilité de dire s'ajoute souvent, plus éprouvante encore, celle d'écrire. Comme une certaine peinture crie l'impossibilité de peindre. De mon père devenu prématurément une sorte d'ombre qui, tour à tour, me protège et me tourmente,
Je garde en moi ces traces comme autant de confidences. Je leur dois d'avoir eu très tôt le dessein d'inventer ma vie et de l'écrire, soumis comme lui à l'épreuve quasi quotidienne de la page blanche. Bien que les phrases arrachées aux caprices des heures m'alourdissent d'images plus lancinantes encore que celles dont elles m'allègent, je revisite sans jamais me lasser le palimpseste constamment remis à jour de mes silences et de mes interrogations, comme si tout ce dont se tisseraient désormais mes mémoires avait surgi à la faveur de ces lectures, en constituant le liseré de trames de rêve, en dentelle d'oubli. C'est magnifique, à l'ombre de mon père, comme au château de mon père, en quelque sorte. C'est très beau, c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Merci Jeanne. Jean-Pierre Pinet, vous avez des projets. Vous avez déjà un CD, un disque. Je viens de sortir un coffret, voilà. Ouais, un coffret qui m'a donné un travail vraiment intéressant, passionnant même, je dirais. J'ai pour l'auteur, pour ce compositeur Haydn, une tendresse particulière parce qu'il est à la croisée des chemins, il est à la fin de cette période qu'on dit rhétorique, oui. Où justement l'art avait pour objet ou prétention presque d'imiter la nature, et puis au moment où on se rend compte qu'il est inapte. Vraiment. Et donc on passe à la notion d'esthétique, et plutôt que de parler, on évoque. Donc on passe de l'oralité, si vous voulez, au travail intérieur, à la contemplation, au silence intérieur, à tout ce qui nourrit l'être intérieur. Et dans ces trios, dont je propose ici l'intégrale des 19 trios, oui. Avec notre instrument, la flûte, ça a été un défi. C'est un défi, voilà. Parce que c'est 3 heures de musique quand même, mais c'est surtout aussi la possibilité de rencontrer des facteurs instrumentaux, oui. Qui ont fait des copies d'instruments anciens dont il fallait s'approprier l'idiome, hein, qui est loin des instruments actuels. Donc il fallait ce temps d'apprentissage. Pendant lequel l'instrument est son propre professeur. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, que l'objet technique qui a été fait en vue d'une certaine utilisation, oui. Nous enseigne sur nous-mêmes. Et donc voilà, j'ai utilisé 3 instruments différents pour cet enregistrement. Et voilà, ça s'étage sur une dizaine d'années. Et donc, c'est toute une part de mon travail. Tout à l'heure, et c'est magnifique. Le toucher sur un instrument, c'est comment ? Eh bien justement, c'est ce dont on parlait à propos de la mémoire, oui. qui est trop souvent présenté comme quelque chose d'intellectuel et qui est extrêmement sensuel. Les mémoires sur l'instrument, c'est une mémoire bien sûr visuelle de la première lecture sur la partition, c'est une mémoire auditive évidemment du son que nous allons reproduire. Et c'est aussi une mémoire du toucher, de toucher des trousses sur lesquelles ça pose le doigt, le toucher la mémoire du geste qui permet de relier ou de séparer une note d'une autre. Tout cela fait partie de ce jeu de mémoire intéressant. C'est magique. Ouais. C'est presque magique, bien sûr. C'est magique. C'est presque magique. Et votre façon de raconter est magique, parce que à la fois, tout le monde a envie d'écouter, bien sûr, votre coffret, et en même temps de lire votre livre. Moi, je finirai avec vous, si vous le permettez, sur ces terres sur lesquelles nous avions commencé, ces oui. terres d'oubli. Et vous dites, j'y reviens pourtant sur ces terres de peu, sans doute parce que c'est là que s'est vertébrée mon enfance. La première, en tout cas, celle des fondations, de l'innocence, des ourlets du veteux. Celle aussi des rêves purs, des utopies riantes qui ne sont pas encore mensonges, quand tout étonne ou retient, émeut, subjugue ou laisse quoi. C'est très beau. Merci. En tout cas,
Je n'ai pas envie d'arrêter. On est obligé, hélas. Bien sûr. Mais vraiment, un grand merci déjà d'avoir accepté mon invitation. C'est en même temps, cette richesse. À moi de vous remercier, vraiment, Jeanne. entre musique, entre écriture, entre lecture, entre mémoire, parce que vous êtes en train de tisser, pas seulement dans votre livre des personnages, mais vous tissez des arts entre eux aussi. Oui, les correspondances toujours. Voilà, toujours. Un grand merci, Jean-Pierre Merci, Pinier. Jeanne. Et donc, Solitude aux éditions Fables Fable Fertiles. fertile. Et le CD, on va le montrer tout à l'heure, c'est un coffret. Merci beaucoup, beaucoup. Et nous finirons avec la musique de générique de Alain Marot à la guitare. Voilà, merci beaucoup. Merci, Jeanne. Merci beaucoup. Et une petite prolongation, et Jean-Pierre Pinier va nous parler de la couverture du coffret. Alors, expliquez-nous déjà la couverture. Ah ben voilà, c'est un extrait d'un grand tableau de Turner. Et pourquoi ce choix? Parce que, bien sûr, pour cette façon inégalable qu'a eu Turner de fondre les impressions déjà, avant bien sûr le grand mouvement des impressionnistes, les impressions des couleurs d'un ciel, etc. Et il se trouve que la plupart des pièces qui ont été écrites pour ce coffret sont de la période londonienne de Haydn. Et voilà, c'était donc encore une relation entre un compositeur autrichien qui fait le voyage de Londres et s'y installe et découvre les ciels londoniens. Voilà.